Donc à la base, j'avais prévu de faire une revue bibliographique à vous présenter, mais je n'ai pas le temps. Donc très rapidement, c'est pour faire un constat sur ce qu'on connaît sur la migration. Et en fait, il y a eu cette belle synthèse faite par Littéraire et collaborateurs en 2005 qui présente un peu les axes et les voies de migration, principalement à partir des données de bagages. Et il n'y a pas eu d'actualisation de cette synthèse, malheureusement. Donc il y a quelques cartes qui traînent, notamment sur la migration de la pipistrelle de Nathusius, que vous avez probablement déjà vu. Donc ça, c'est une carte d'Eurobax. Il y a un groupe de travail d'Eurobax, mais pour l'instant, enfin, pour moi, c'est assez opaque. Donc si vous avez des informations, n'hésitez pas à les protéger, à les partager. Mais assez peu d'infos de ce qui se passe globalement à l'échelle européenne. Par contre, vous pouvez avoir à l'échelle de pays, comme ici, une carte de la migration de la pipistrelle de Nathusius aussi, à partir du centre de bagages de Dresde. Et il y a également un très bon rapport que je n'ai pas lu, que Charlotte m'a glissé tout à l'heure, des Allemands qui ont fait une synthèse à partir de données de radiopistage, des données de bagages et des données acoustiques pour réaliser des cartes de répartition des espèces migratrices en fonction des mois de l'année. Et il y a également une autre approche, c'est de regarder les isotopes stables et de voir d'où viennent les chauves-souris qu'on capture pour essayer d'identifier aussi les voies de migration. Enfin, à l'échelle de la France, moi j'ai trouvé que cette carte qui a été réalisée par Marie-Jo et Étienne. Malheureusement, ils ne sont pas là aujourd'hui, donc on n'en saura pas plus, mais il me semble que c'était une carte pour Eurobax aussi, pour signaler toutes les recaptures de chauves-souris baguées en France et d'essayer de voir où elles vont. Enfin, alors ça c'est pas du tout exhaustif, comme je vous le disais, j'improvise un petit peu cet état des lieux de la migration et des connaissances qu'on a en Europe et en France, mais voilà, je suis tombée sur un rapport sur la migration des chauves-souris en Bretagne, mais j'imagine qu'il y a d'autres choses. Tout ça pour vous dire que ce serait peut-être bien de lancer un peu une dynamique sur la migration. Vous trouverez un poster qu'on a réalisé avec Charlotte et Jean-François sur les bagues qu'on recapture en France et de savoir d'où elles viennent, donc les chauves-souris baguées sur les 4 espèces migratrices. Et voilà, je vais terminer en essayant de poser la question, quid d'une coordination européenne sur le marquage des chiroptères à l'image de ce qui se fait pour les oiseaux. Je vais passer la parole. Alors, moi je voulais vous parler d'un suivi qu'on mène en Rhône-Alpes, le groupe Chiroptère Rhône-Alpes, au col de la Bataille depuis 2011. Donc le col de la Bataille, on le voit, on voit la route, là, voilà, c'est celui-là. Alors, je ne suis pas vraiment la meilleure personne pour parler aujourd'hui, mais Tom, il n'est pas là. Tom, c'est vraiment lui qui a mené l'étude depuis 2011. C'est un peu son bébé. Mais du coup, je vais essayer de retranscrire un peu l'expérience du col de la Bataille du mieux que je peux. Alors, le col de la Bataille, c'est en Drôme. C'est l'un des 2 accès au sud du Vercors par route. Donc, on est à 1300 mètres, à peu près. Voilà, donc ça se présente comme ça. Donc vous imaginez bien que c'est plutôt pas mal pour la migration des chauves-souris, ça fait un vrai boulet. Et donc le col de la Bataille, c'est voilà, on a fait des captures depuis 2011, donc au total 75, de fin août à mi-octobre à peu près. Donc la plupart bénévoles. La première en 2011, c'était dans le cadre d'un inventaire Natura 2000, et après c'était tous bénévoles. Sur les week-ends, donc Tom qu'on voit là, qui démaille, c'est surtout lui qui menait les captures. Quand il y avait des bonnes conditions, parce qu'il y a beaucoup de vent. Et voilà. Alors voilà, le dispositif c'était en gros, on met des filets sur 150 mètres, tous d'affilée, des doubles hauteurs, et on barre le col. Donc on arrive à capturer pas mal de bestioles. Généralement. On mettait des perches en fonction du vent, du côté nord si le vent venait du sud, et du côté sud si le vent venait du nord. Et on capturait à une vitesse de vent maximale de 15 km/h. Au-delà, c'était impossible. Avec des perches, s'appuyer, c'était compliqué.
Alors depuis 2011, il y a eu beaucoup de bénévoles qui sont venus. Je pense qu'il y en a plein d'entre vous qui sont déjà venus au cours de la bataille. Si ce n'est pas le cas, j'espère que ce n'est pas trop tard. Et voilà, donc c'est aussi beaucoup de mobilisation bénévole, de formation. Donc on remercie tous les bénévoles qui en auraient rien pu faire. Et voilà, toujours je remercie encore Tom parce que sans lui on aurait clairement rien pu faire. Voilà. En plus de la capture, on a fait un suivi acoustique, mais pas sur toutes les années, sur 5 années en gros. Et il n'y en a que 3 qu'on a traitées, parce que c'est plus de 50 nuits à chaque fois. Donc il y a 102 nuits traitées. Et il reste les nuits de 2019 à 2020 qui ne sont pas traitées. Il y a au total 28 espèces. Donc quand je dis traitées, c'est Tom, c'est collectionner tous les sons et c'est un nombre de contacts quasi exhaustif. Donc 28 espèces contactées au total. Donc là, vous avez une liste des espèces. C'est pas exhaustif. Elles ne sont pas toutes là. Il y a un bug dans le graphique. Mais en gros, en tout cas, on aperçoit le plus important à mettre en évidence, c'est qu'il y a surtout 3 espèces qui dominent, notamment le Minioptère de Schreiber, avec des nuits à plus de 3500 contacts par nuit. La pucerelle commune, 1300 et la laitière à peu près 1700 en contact maximal. Alors on s'est rendu compte que le milieu, en fait, il n'est pas là toutes les nuits, il n'est pas là quand il n'y a pas de vent, il est là quand il y avait un vent faible et moyen, et il chasse. C'est une zone de chasse, il chasse énormément, et assez haut défilé. À la noctule de Wessler, il y avait des nuits où on n'avait pas. Il y avait des nuits où on avait qu'en début et en fin de nuit, d'autres où on avait toute la nuit. Ça dépend. Donc ça, c'est des résultats qui sont basés que sur les suivis 2012, 2013, 2016, et il y a encore plein de choses à analyser. Donc on n'a pas eu le temps de faire plus, mais en tout cas, il y a beaucoup de choses à étudier. Donc il faudra du temps pour ça. Alors au niveau capture, depuis 2011, on en est à 1467 individus capturés de 24 espèces. Donc là, on ne retrouve pas forcément les mêmes chiffres qu'avec l'acoustique. Donc le Minioptère, il n'a pas été tant que ça capturé. Donc c'est surtout du fait qu'il vole très haut, enfin il chasse très haut, et puis on pense que c'est qu'il connaît les filets. Il maîtrise les filets, il les évite. On n'arrive pas à le prendre, alors qu'il y en avait plein. Et on pense du coup que c'est un sédentaire, quoi. Il reste dans le coin, il chasse, et donc il connaît parfaitement les filets. Alors que la Lessler et le Wessler, par exemple, on les avait très facilement. Donc c'était plutôt des individus qui passaient qu'une fois. Enfin, c'est nos hypothèses, hein, mais c'est pas des sourds. Enfin, le grain d'intérêt royal, donc c'est les espèces les plus capturées, et c'est des swarmeuses, parce qu'on a pas mal de sites de swarming sur le plateau. Et en 2020, d'ailleurs, on est allé voir des grottes sur le plateau et on a confirmé le swarming de ces espèces-là. Donc c'est pour ça qu'on a beaucoup. Voilà, en gros, les records sur une nuit, 15 espèces, 64 individus. Et voilà, les plus grosses captures, c'était autour de mi-septembre. Donc là, c'était des petites photos qui ont été prises sur le code de la bataille pour vous montrer que c'était quand même sympa au niveau des espèces. Le molosse, il n'est pas sur cette photo, mais on a eu pas mal de molosses aussi, donc c'est assez chouette. La Tegman, c'est un peu bonus, on l'a eu pas mal aussi. Au niveau, là, on a fait des graphiques pour les espèces qu'on a capturées beaucoup, juste pour se rendre compte un peu de la phénologie nocturne, et pour se rendre compte qu'elles sont, c'est vraiment les captures, les individus capturés, qu'on ne les capture pas du tout de la même manière selon les espèces. Donc les swarming, il y avait des swarmers, il y avait vraiment un pic au milieu de nuit, quoi, 23h minuit. Le Vesper de sa vie, on l'avait très tôt, et puis à partir d'une certaine heure, on l'avait plus du tout. La noctule de Wessler, on l'avait très tôt aussi, et généralement toute la nuit. Et la pucerelle de Natudus, on l'avait pas du tout en tout début de nuit, mais vers 22h, un gros pic, et après, elle stagnait. Donc c'est assez intéressant. La Nicklay très précoce. On a eu une vingtaine à peu près de passages en masse de noctule de Wessler. C'est un fait remarquable à l'école de la bataille. C'est assez impressionnant. Pendant plusieurs minutes, enfin même une demi-heure, 3/4 d'heure, elle passe
dizaine d'individus au-dessus de nos têtes, et quand le ciel il est encore très très clair, donc on les voit super bien, de quelques dizaines à 350 individus. Et donc ça, on l'a eu plus de 20 fois sur les 11 ans, donc après ça dépend des conditions météo, certainement il faudrait pousser un peu plus loin les recherches pour voir vraiment c'est quoi qui a influencé. Mais en tout cas, lors de ces nuits-là, on avait aussi de la nature commune et de la bicolore, on capturait la bicolore lors de ces nuits-là. Donc voilà, il faut voir après ce que ça veut dire. Et on peut aussi se dire qu'il y a certainement des gîtes de l'espèce côté nord, en dessous du col ou dans la vallée du désert, donc assez proche. Donc voilà, c'est la nature du désert, je pense qu'il y a pas mal de choses à voir au niveau de la migration et à étudier, à voir comment on pourrait faire. Là, c'était juste pour appuyer le fait que c'est pas juste un suivi de Pierrot, le code de la bataille, c'est aussi un lieu de très forte mobilisation, de sensibilisation, et voilà, il y a un côté militant, parce qu'en 2016, on a appris qu'il allait y avoir un parc éolien qui allait se monter, un projet éolien, à moins de 1 km du col, là, au niveau de l'hirondelle humaine. Voilà. Et donc en 2017-2018, on a vraiment mis le paquet aussi au niveau suivi orneto, voilà, avec une forte mobilisation et des collectifs. Il y a eu des gros événements qui se sont montés, comme donc là c'était lors de la fête du vent, voilà, avec cette hirondelle. Et voilà, et au-delà de ça, le col de bataille, c'est aussi beaucoup de formation, de sensibilisation. Il y a les lycées qui viennent, des étudiants qui viennent capturer. Enfin, il y avait eu pas mal de grand public, des comités de presse, etc. C'est tout ça, quoi, le col de la bataille, c'est pas juste un petit Pierrot. Alors, la perspective, alors oui, déjà, on a besoin d'aide pour prêter les lots. Donc, voilà. Acoustique surtout, avec les 2 dernières années, là, il y a pas mal de données, et on n'a pas beaucoup de temps. Et après, on se pose la question sur la poursuite des suivis sur le col de la bataille, peut-être le faire moins souvent, mais par contre plus régulièrement, par exemple tous les 3 ans, effectivement, et à l'image des stocks. Et on se demandait si on n'allait pas tester le suivi sur un autre col, donc le deuxième accès routier au sud de Vercors, qui est le col de Roussy. Donc voilà, c'est des hypothèses, on ne sait pas encore trop ce qu'on fera. En tout cas, si vous avez des idées, voilà, elles sont les bienvenues. Ça, c'est les petites gazettes que dessine Tom. Il en a fait pas mal. C'est un tout petit extrait. Voilà, c'est bon, vous aimez. J'ai fini ma présentation sur le col de la bataille. Alors, juste pour passer, du coup, on change un peu de région, un tout petit peu. On monte un peu au nord, en Normandie, et du coup, j'ai plutôt pris le parti de vous présenter tout ce qui a été fait, tout ce qui a été fait, au moins les idées qu'on a eues en région et les projets qui vont être mis en place aussi prochainement. Donc ça tenir parce que Julie en a un peu parlé. Il y avait déjà eu, retour en 2012 quand même, donc ça date un petit peu, mais le groupe mammalogique normand, le groupe mammalogique breton et le groupe Quirotea Pays de la Loire avaient monté une étude interrégionale sur la migration des chauves-souris dans le Grand Ouest. Alors je trouvais ça intéressant de vous remettre les objectifs de cette étude, qui était d'établir à l'époque les premières bases de caractérisation des flux migratoires dans le Grand Ouest. Il y avait 3 volets en fait: la détection passive des passages migratoires par écoute ultrasonore, il y avait un volet sur la caractérisation côtière du flux migratoire avec la pose de nichoirs, et il y avait un dernier volet sur la recherche active des haltes migratoires, également par acoustique. Malheureusement, ce projet n'a pas obtenu les financements qui étaient visés à l'époque, et on s'est retrouvé avec chacun qui a réalisé plutôt des études locales. Julie avait marqué le petit rapport justement des Bretons. Mais je crois qu'on n'avait jamais fait de retour sur ce que nous on avait fait, donc ça est un peu l'occasion aujourd'hui. Donc je vous ai juste remis effectivement la carte de la migration qui était plus ou moins connue sur la pipistrelle de Nathusus, où clairement la Normandie, on est en plein sur le flux migratoire identifié. Et c'est vraiment tout pareil. Voilà, donc en 2012, voilà justement avec la carte de Marie-Jo et d'Étienne de 2009, la Normandie a déjà pas mal de données acquises d'individus qui se promenaient. Et donc on a réussi à mettre en place, la deuxième axe de la grosse étude, donc en fait sur le suivi des individus en migration avec la pose du coup de gîtes artificiels entre 2016 et 2018. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a eu 3 sites d'études qui sont représentés là sur la Normandie, qui sont toutes à proximité de plans d'eau. Donc dans la Manche, vous avez la Mare de Bouillon, qui est un grand site
c'est plus qu'une mare, hein, c'est vraiment un grand étendue d'eau. On avait la pointe du siège, donc là on est en estuaire de l'Orne, et on a les balastières de Cotonnière, qui sont toute une succession d'étangs. C'est Sébastien qui a mené cette étude-là. Vous avez à gauche, vous voyez bien les nichoirs posés sur des arbres à 3-4 mètres de haut. Il y avait 30 nichoirs par site d'étude. Sébastien a pas adapté son protocole de suivi parce qu'au départ il avait mis 2 suivis au printemps, 1 en été et 3 à l'école. Sauf que pour ceux qui posent des gîtes connaissent, les mésanges en tout cas adorent souvent les gîtes artificiels, et au printemps c'était plein des mousses, donc Sébastien n'avait jamais rien. Donc à la fin on s'est retrouvé qu'un protocole où il passait tous les semaines à l'automne. C'était quand même assez costaud. Donc il identifiait les espèces présentes, donc on est uniquement sur la Pipsania natusus, normalement je l'ai déjà dit. Il prenait des mesures biométriques, regardait l'état sexuel, et il faisait un petit marquage temporaire des individus par tonsure, pour voir si justement d'une semaine sur l'autre c'était les mêmes individus. Donc je vous ai mis juste un petit graphique qui résume un peu la phénologie d'occupation des nichoirs à Pont-de-Mer, parce qu'il n'y a que sur ce site-là où on a que Natusus. Alors non pas qu'il n'y ait pas de Natusus sur les autres sites, hein, c'est juste qu'il ne fréquentait pas les nichoirs. Il a même eu sur un site des mâles chanteurs à côté des nichoirs, mais jamais de bestioles dans les gîtes. Donc c'est des choses qui arrivent. Donc vous avez ces 3 années d'études. On voit bien que les premières Natusus chez nous arrivent le 8 août, en tout cas début août, et repartent mi-octobre. On voit que ce sont d'abord les mâles qui occupent les gîtes. Et les femelles sont là au mois de septembre, au final, elles forment les harems du coup dans les nichoirs. Le maximum d'individus que Seb a eu dans les nichoirs, c'est 6, donc un mâle et 5 femelles. Donc, ce qui est intéressant. Donc on voit une grande fréquentation, surtout en septembre. Et petit bémol, c'est qu'à chaque fois que Sébastien manipulait les chauves-souris, il y avait fuite des nichoirs après fermeture. Donc elle ne restait pas. C'est pour ça qu'à la fin, il ne manipule pas forcément à chaque fois les individus, parce que le harem éclatait en fait dès qu'il redescendait. Donc on avait beau laisser aussi un chiffon imposé, attendre un peu que ça se calme, mais en fait Sébastien en manipulant pense qu'il réchauffait pas mal les bestioles, mine de rien, et que après elles s'en allaient tout simplement. Juste aussi pour vous, alors je pense que vous êtes au courant, mais il y a une étude aux États-Unis, en Grande-Bretagne, c'est quand même plus près, sur la migration printanière depuis la côte bretonne en passant par les îles anglo-normandes et l'île de White, où les Anglais sont venus nous trouver. Donc avec le CIMEL, qui est le syndicat mixte littoral, qui est le gestionnaire des espaces de conservatoire littoral dans la Manche, où pose audio sans peut-être voir un peu ce qui se passe. Bon, on n'a pas les résultats, donc je ne peux pas vous en dire plus, si ce n'est qu'on a eu de la Natusus et de la Lesler en Normandie. Ce qu'il en est chez nous pour les autres espèces migratrices, on a identifié la Lesler en migration dans la Manche en automne. Et on a eu plusieurs observations lors des guets à la mer de noctules qui reviennent vers la côte, donc qui sont vraiment en provenance de la mer. Parfois en plein milieu de journée, le midi, on voit une noctule qui revient. Donc ça pose pas mal de questions, notamment sur les échanges avec transmanche, avec l'Angleterre. Pour les projets en cours, donc depuis 2008, donc on n'avait plus de suivi de nichoir, donc Sébastien a décidé de remettre des gîtes à Pont-de-Mer cette année. On est en train de développer un partenariat avec la métropole Rouen. On va avoir des pattes patrouilles, ça rigole pas. Dont normalement il y aura 3 sites équipés gîtes artificiels pour justement le suivi, entre autres, des Natusus, mais des migratrices de manière générale. Et puis on a aussi, alors ça date un peu, on avait un site identifié de noctules communes dans les années 90 en forêt, et on a un petit projet d'arasement de quelques-uns dans cette forêt. On va remettre un peu les pieds sur ce site-là, voir si les bestioles sont toujours là, et si c'est le cas, donc là on est plus sur un autre projet, mais voir un peu ce qui se passe. Je n'en ai pas parlé, mais on a de la sérotine bicolore, on en dit, qui passe de temps en temps. Et on est en train de voir avec la ville du Havre, parce que nos quelques données sont toutes dans ce secteur-là, voir un petit peu ce qu'on pourrait faire, peut-être sur un volet acoustique plutôt. Voir un peu quand est-ce que la bicolore passe vraiment chez nous. Et du coup, je tends la perche sur un projet d'envergure nationale, parce que, mine de rien, le document écrit par les 3 structures était quand même assez bien fait. Il y a une publication aussi de Ladislas et de Christophe à ce sujet-là. Donc clairement, je pense que ça vaut le coup de... Je pense que Charlotte peut peut-être répondre en partie, mais
de se pencher vraiment sur un projet d'envergure nationale. Je vous dis ça, c'est pas complètement désintéressé. Hein. Le projet au départ avait émergé avec le développement de l'éolien terrestre. Voici la carte normande actuelle, avec les 3 projets en mer. Et on se pose énormément de questions sur l'impact forcément de ces projets hein, sur ces espèces et surtout sur les échanges avec l'Angleterre. Vous voyez la localisation des 4 projets marins. Donc voilà, donc en tout cas la question de développer, je pense, un projet, parce que nous on a une vue normande, mais il faudrait vraiment étendre cette vue-là, je pense, pour répondre à beaucoup de questions. Donc voilà, merci de votre attention. Donc là, aujourd'hui, je vais vous parler du projet Migration pour l'étude des voies de migration des chauves-souris en Europe. C'est un projet qui est coordonné par le laboratoire du CISCO, le Muséum national d'histoire naturelle. Donc dans ce projet, il y a aussi Christian Carveriou et Yves Bas. Donc on sait certaines choses sur la migration, donc notamment que les espèces peuvent parcourir plus de 2000 km. Ça, c'est le record pour la pipistrelle Nathusius. On a plusieurs migratrices de longue distance, et les plus connues sont la notule commune, la notule de Lessler et la pipistrelle de Nathusius. Globalement, on sait qu'elles parcourent particulièrement les côtes, les fleuves, les cols de montagne durant leur migration, mais finalement, on sait assez peu de choses sur où est-ce qu'elles passent exactement. Et les études, ça concerne en particulier, plus particulièrement la pipistrelle de Nathusius et la notule commune, et on a un peu moins de choses sur la notule de Lessler. Et pourtant, ces espèces qui sont migratrices ont fait un lourd tribut. Donc si on prend la notule commune, elle a une grande sensibilité aux collisions parce qu'elle vole haut et elle est migratrice, donc elle croise beaucoup de parcs sur son chemin. Elle a une espèce jumelle en Amérique du Nord, qui est, je ne sais plus le nom commun, mais Lasiurus cinereus, qui pourrait s'étendre à cause des collisions éoliennes. Et elle partage beaucoup de traits avec la notule commune, donc, pour qui on a documenté un important déclin en France dans les 10 dernières années. Donc c'est urgent de diminuer tous les impacts, y compris celui de l'éolien. Pour protéger les espèces migratrices, c'est pour ça qu'il y a eu l'accord Eurobasque qui a été signé entre plusieurs pays. Et c'est parce que la politique d'un seul pays n'est pas suffisante pour protéger ces espèces. Donc en travaillant ensemble au niveau européen, c'est comme ça qu'on va pouvoir améliorer la situation pour la conservation de ces espèces. Donc l'objectif du projet Migration, c'était d'étudier comment se déplace, comment on change l'activité au cours de l'année et en fonction de la zone géographique pour les 3 espèces de chauves-souris les plus communes, pour mettre en évidence des zones de conservation prioritaires pour ces espèces-là. Ensuite, développer une stratégie pour prendre en compte ces zones pour la planification éolienne. Et donc, bien sûr, faire de ce projet une collaboration européenne. Alors, les étapes, donc on a commencé par faire une preuve de concept au niveau français pour montrer que la méthode qu'on envisage est efficace. Donc, il s'agit de faire des cartes de distribution de l'activité acoustique pour 3 espèces migratrices. Donc, comme vous l'avez vu présenté par Yves, ça marche plutôt bien et je vais en profiter pour vous présenter un peu plus ça en détail. On a beaucoup communiqué pour trouver des partenaires dans toute l'Europe qui pourraient contribuer avec des données, mais aussi avec un retour sur les méthodes et les résultats. Donc, j'ai pas énormément communiqué, enfin, si, j'ai pas, enfin, je sais pas si j'ai suffisamment communiqué ou pas, j'en profite pour le faire ici en France. Si vous avez des données que vous souhaitez faire remonter pour le projet, ça serait avec un grand plaisir. Ensuite, l'idée c'est d'évaluer le potentiel du jeu de données européen et d'adapter la méthode qu'on avait envisagée pour le niveau français, pour enfin créer des cartes à large échelle pour l'Europe où les données existent. Donc le matériel qu'on utilise, c'est les enregistrements de nuit complète acoustiques ou des paramètres fournis par Tadarida. On a besoin de tout un tas de métadonnées, donc le type de détecteur et les paramètres, les coordonnées, la date, le type d'étude, la hauteur du microphone. Il y a des filtres qui ont déjà été développés par Yves pour filtrer les microphones de mauvaise qualité, pour éviter de prendre en compte les subidjites, parce que c'est pas exactement ça qu'on cible.
et pour filtrer les enregistrements de nuit incomplètes. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on extrait les paramètres acoustiques avec la Darida, et ça nous permet d'avoir des prédictions d'identification. Ensuite, le classificateur va accompagner ces prédictions d'une probabilité d'erreur. Et donc là, on prend en compte cette probabilité d'erreur dans l'identification automatique en évaluant la robustesse des résultats avec différents indices de confiance. Donc là, je vais vous montrer les résultats préliminaires pour les 3 espèces qu'on cible. Donc on a utilisé le jeu de données Vigikiro. Ça représentait à ce moment-là plus de 7000 sites d'études et plus de 17 000 lignes d'enregistrement. Maintenant, on a encore plus. Et pour modéliser l'activité, en fait, comme vous voyez sur cette carte, si je peux prendre le pointeur. Donc là, c'est l'endroit où les sites sont échantillonnés en France. Vous voyez qu'on a encore pas mal de zones vides, évidemment. Et donc c'est pour ça qu'on a besoin d'un modèle pour prédire ce qui se passe sur l'ensemble du territoire français. On a utilisé le Random Forest et on a utilisé seulement les indices de confiance supérieurs à 90%. Donc ça c'est la méthode actuelle et l'idée ça serait de passer à une autre méthode plus tard. On mettrait un poids, on prendrait toutes les données, mais celles qui ont une plus grande probabilité de réussite dans l'identification auraient un poids plus important. Donc on a utilisé pas mal de variables différentes, dont l'habitat, les activités humaines, la météo, la pollution lumineuse, etc., pour prédire l'activité. Donc ça c'est le résultat pour la pipistrelle de Nathusius. Donc c'est une carte qui évolue en fonction de la période de l'année, peut-être un peu sombre. Et aussi, c'est pas hyper flagrant. Peut-être que vous allez voir, là maintenant, vous avez les mois qui défilent en haut, en fait. Et en fait, en automne, ce qu'on voit, c'est que l'activité, elle est beaucoup plus importante au niveau de la Camargue, et c'est pas hyper flagrant. Donc, pour mieux regarder les différences, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait la différence d'activité entre avril et juillet. Donc, en rouge, les zones où l'espèce était très active au printemps, et puis qui ont été beaucoup moins actives en été, et en bleu, c'est les zones qui sont devenues beaucoup plus actives en été. Donc, vous voyez que globalement, l'espèce semble quitter la France. Alors, elle est prédite d'aller un petit peu en PACA, pourquoi pas. Mais voilà, il y aurait a priori, d'après les prédictions acoustiques, peu de populations reproductrices en France en été. Et si on regarde ce qui se passe à l'automne, on a un retour de l'activité acoustique sur toutes ces zones qui ont été quittées. Ensuite, pour la nucléo commune, donc, on a une carte un petit peu différente, avec beaucoup moins d'activité dans le sud. Et puis là, si on regarde les différentes activités, on a quelque chose d'assez différent de ce qu'on voyait avec la Nathusius. Donc on avait beaucoup d'activités au printemps en rouge, là, dans cette zone-là. Et puis en été, il y a quelques populations qui semblent se regrouper dans des zones assez localisées, en bleu. Et puis peut-être que le reste de la population continue son chemin vers le nord de l'Europe. Et en automne, on a l'inverse. Je ne sais pas si je prends un peu trop de temps par rapport à ce qui a été prévu. Je continue alors sur la dernière espèce. Donc là, on voit beaucoup mieux les changements d'activité. Donc vous voyez qu'en été, en fait, ce que le modèle prédit, c'est qu'on a pas mal d'activités dans la vallée du Rhin. Ça va arriver bientôt, maintenant. Et ensuite, en automne, c'est plutôt la vallée du Rhône qui s'éclaire. Donc ça, c'est la carte des différences d'activité. C'est beaucoup plus complexe que les 2 premières espèces. Donc ce que le modèle prédit, c'est qu'il y a beaucoup d'activités au printemps dans les plaines, par exemple dans la vallée du Rhône. Et ensuite, en été, l'activité se reporte plutôt sur les montagnes, donc les Alpes, les Pyrénées, le centre de la Corse. On a aussi plus d'activité dans le nord de la France, un petit peu par ici aussi. Et puis, à l'automne, on a l'inverse, donc l'activité qui diminue beaucoup dans le nord de la France et dans les montagnes pour devenir plus forte dans la plaine et dans le sud.
Donc globalement, la preuve de concept est quasiment achevée. Donc on avait quelques petits soucis là, que je n'ai pas montré. Par exemple en Corse, on avait pas mal de notules communes qui étaient prédites. Ça c'est un souci de cette période-là qui confond les cris sociaux de molosse avec la notule commune. Donc ça c'est un truc sur lequel il faut qu'on réussisse à améliorer le classificateur. Mais globalement, ça correspond assez bien à ce qu'on connaît des données de gîte et de capture. On peut dire assez facilement que les points chauds d'activité, ça correspond à des zones de conservation prioritaire. Par contre, il nous manque un élément important sur lequel on n'a pas encore travaillé. C'est les routes de migration, c'est-à-dire les connexions entre ces points chauds d'activité qui peuvent être peut-être à l'occasion assez ponctuelles en fait, donc des individus qui vont tracer pour rejoindre deux zones où ils vont passer plus de temps. Acoustiquement, ça va peut-être moins ressortir. Par contre, ça reste des endroits importants à protéger. Donc, les perspectives, c'est d'améliorer et d'évaluer la robustesse et le risque d'erreur des modèles, de mettre un poids sur la donnée en fonction de la probabilité de l'identification. On peut aussi travailler sur la résolution temporelle, ce qui permettrait d'informer les parcs éoliens qui ont besoin d'être bridés, donc pour mieux être plus fin en fait sur ce bridage. Voilà. Je voulais remercier les financeurs et les partenaires qui soutiennent le projet, surtout les volontaires du GIKIRO. Merci à vous pour votre attention. Je me suis autoproclamée animatrice de cette télé. Est-ce qu'il y a des questions? Alors on ne vous voit pas, par contre, il faudrait éclairer la salle. Merci. Ou des retours aussi sur vos projets, c'est intéressant, c'est l'occasion. Bonjour, Ophélie Plancard. Moi j'ai juste une remarque pour Mélanie, c'est ça, en arrondi. C'est par rapport à la méthode que tu décrivais, j'ai cru comprendre que ton collègue monte jusqu'au nichoir et fait ses manipulations au niveau du nichoir. Enfin, je suis pas sûre. Est-ce que c'est comme ça qu'il fait? Et il fait ça de jour, et il fait ça au niveau du nichoir? Alors il récupère dans le nichoir, je pense qu'il descend l'échelle quand même avant de les manipuler. D'accord. Mais du coup, est-ce qu'il les remet dans le nichoir ou comment il procède exactement? Il les remet dans le nichoir après. Alors, à des fois, les bêtes, elles sont juste dans le nichoir d'à côté. C'est pas la dispersion très grande. Mais oui, s'il manipule, effectivement, il y a dispersion. C'est juste parce que j'ai eu l'occasion de voir comment il faisait, par exemple, en Australie. En fait, tu parlais du fait que les chauves-souris sont bons après. Alors, je ne sais pas si c'est mieux d'une façon ou d'une autre, mais en tout cas, en Australie, quand ils font des comptages dans les nichoirs, ce qu'ils font, c'est qu'ils vont chercher toutes les chauves-souris, ils les mettent dans des sacs en tissu. Ensuite, ils procèdent aux mesures dans un bureau et ils les relâchent quand il est nuit. Donc, je ne sais pas si ça permettrait aux bêtes d'être. Non, je n'ai pas très bien compris. Il les relâche? Il les mesure pendant l'après-midi et il les relâche le soir. Le soir, ok. Mais je ne sais pas s'il y a des personnes d'Alsace dans la salle, mais je crois qu'ils ont fait la même manip et il n'y avait pas autant de perturbations. Est-ce que. En tout cas, ça pourrait être une solution. Je ne sais pas si c'est mieux ou pas, mais c'est une autre solution. Ça peut être essayé, hein. Alors, je ne sais pas si Hélène est là, mais elle pourrait peut-être faire des compléments. En tout cas, nous, en fait, on s'arrête au groupe d'espèces, on ne manipule pas les individus, et du coup, on fait des comptages juste en fonction du groupe d'espèces. Du coup, on n'a pas d'envol après, en règle générale, on met un petit coup blanc, on compte et on referme, et du coup, elles sont pas. Ah bah pareil, même s'ils ne manipulent pas, ça reste en place, ça fout. Une question par rapport au retour sur l'Australie. Est-ce qu'il y a un contrôle après pour voir si les individus sont revenus dans le gîte? On ne contrôle pas forcément la nuit d'après, mais globalement, en fait, c'est toujours le même. Enfin, on ne peut pas non plus vérifier. En fait, ils savent que les individus reviennent, mais ils ne savent pas exactement. Après, nous, comme il n'y avait pas de marquage individuel, on ne sait pas non plus vraiment ce qui se passe derrière. Ça reste
d'observation de comportement, mais est-ce qu'elles restent à côté et en fait elles restent vraiment dans le secteur? Est-ce que le RM se reforme en fait derrière ou pas? C'est le ressenti de Sébastien sur sa population. Nous, un programme national sur. Oui, Peter Lina a fait le même genre de manip il y a des dizaines d'années aux Pays-Bas, sur des étudiants des nichoirs, qui blaguaient. Il lui a raconté que les mâles qui heurent, il marquait des mâles, il y avait un gros turnover de femelles, mais les mâles restaient dans le même nichoir et il les manipulait, il les pesait régulièrement, tous les jours. Donc voilà, dans ce cas-là, au moins, c'était ça qui est peu perturbé. Et s'il n'y a pas d'autres questions, j'avais une question pour Anne à propos du code de la bataille, enfin même deux questions. Déjà, de savoir si vous observiez des différences selon les espèces dans le sens de capture, enfin côté du filet où elles se prenaient, nord ou sud. Des différences au niveau du nombre d'espèces capturées? Oui, enfin, finalement, logiquement, elles devraient toutes se prendre du côté nord du filet si elles sont toutes migratrices en automne. Pardon, du côté sud, enfin. Alors moi, toutes les captures que j'ai fait, c'était toujours des filets au nord. Donc je ne sais pas. Oui, mais le côté du filet sur lequel elles se prenaient. Ah oui, nord-sud. Nord-sud. Pardon? C'était nord-sud. Oui, c'est ça, c'était bien. Notamment les nord-sud, clairement c'était nord-sud et même. Il n'y a pas de différence entre espèces, vous n'avez pas l'impression que. Alors effectivement, les minioptères, on les avait aussi côté sud, ouais. Enfin, mais la plupart, il fallait passer de l'autre côté des filets, ouais. Et puis j'avais une autre question, oui, à propos de l'état reproductif des mâles, est-ce qu'il y avait une bonne corrélation avec l'hypothèse du swarming? Parce que souvent on est un peu déconcerté. On s'attend à trouver les mâles en pleine activité, et puis c'est tout dans le portable, mais non, c'est des mâles qui sont, je sais pas, T0 ou T. Enfin, voilà, pas très. Apparemment, pas en pleine activité reproductrice. Alors ça, je ne sais pas. En tout cas, au sexe ratio, on a des données. Il y a certaines espèces où il y avait vraiment une majorité de femelles et d'autres que des mâles, notamment Nicolore, l'oreillard gris, c'était que des mâles. Et Grand Rhino, non, Murano-Benton, Nicolore c'était que des mâles, et Grand Rhinolophe et oreillard gris c'était quasiment que des femelles. Et c'était 35% à peu près de femelles globalement, donc il y avait quand même beaucoup plus de mâles. Après, au niveau stature reproducteur, il a pas fait la synthèse, mais ça mériterait. Je regardais au niveau du swarming, mais c'est clair, c'était des individus qui swarmaient matériel et oreillard gris, notamment. Donc ça a dû se voir au niveau des gonades. Ok, merci. J'ai une question pour le col de la bataille. Donc, vous avez choisi de faire le suivi sur ce col. Est-ce que vous savez ce qui se passe sur le col juste à côté, qui sont plus petits Quand il faisait pas beau au col de la bataille, on allait sur les cols à côté pour voir ce qui s'y passait. Alors on voyait des phénomènes un peu similaires, mais beaucoup moins d'individus en nombre. Voilà. Mais c'était le problème, c'est qu'on a toujours fait ces captures-là dans des mauvaises conditions, vu que c'était une solution de repli. Donc on ne sait pas vraiment en fait en bonne condition ce qui s'est passé vraiment. Donc ça mériterait d'aller en bonne condition. On mettait tous nos efforts sur le col de la bataille, c'est vrai que c'est un biais. En acoustique, oui, on pourrait effectivement déployer l'acoustique sur les différents cols. Ouais, carrément. Une question pour le col de la bataille encore. Sur quel financement vous avez travaillé? Là, il y a plus de 10 ans de suivi. Est-ce que c'est des petits financements au fur et à mesure? Est-ce qu'il y a un apparition? Est-ce que c'est tout bénévole? Il y a beaucoup de bénévoles, ça c'est sûr, mais il y a quand même une coordination. Est-ce qu'il y a des bénévoles aussi? Alors, il n'y a eu que la première année, en 2011, qui était financée.
dans le cadre d'un inventaire naturalisé. Et toutes les autres, c'est purement bénévole, aucun financement. Bravo à tous. Je me demandais s'il y avait des points fixes de suivi quasiment à l'année sur les 12 mois en France qui permettaient vraiment d'avoir une évaluation de l'évolution spatio-temporelle, des activités natueuses, de non-sulcoïne, etc. Étant du côté de Nantes, avec la Loire qui reste à côté, je rêverais d'avoir un point fixe à l'année autour de Nantes par exemple. Est-ce qu'il y en a déjà? J'ai pas compris la fin de la question. La question dans tous les cas, c'était pas la question c'est de savoir s'il y a des sites en France qui sont échantillonnés acoustiquement à l'année et qui permettent de vraiment dresser une hypothèse sur les populations, comment ça évolue tout au long de l'année. Mais même sur la phase hivernale, ce serait pas inintéressant. Oui, effectivement, ça m'intéresserait aussi de savoir ce qui se passe en hiver, de voir s'il y a des sites où il y a une activité, surtout on sait que dans le sud de la France, ça continue à sortir régulièrement. Pourquoi pas prendre ça aussi en compte. Par contre, c'est des suivis qui sont tellement rares qu'on est bien conscient que dans le cadre de ce projet, ce ne sera pas possible de mettre ça en évidence. Et sinon, des suivis qui sont suivis en continu toute l'année, il y a tous les projets éoliens. Et là, il y a un trésor d'informations. Donc, c'est des données qui sont collectées maintenant dans des pôles bio. Donc, c'est les données qui sont pas brutes, c'est les données analysées. Là, c'est tout ce qui est dans des pôles bio, on ne peut pas l'utiliser pour ce projet. Mais bon, il y a quand même un certain nombre de données que Kevin présentera demain, je crois. Donc il a aussi fait des analyses sur ces suivis à l'année. Bonjour, je m'appelle Jean-Claude, je suis militant local dans beaucoup d'associations. Je profite d'avoir le micro pour signaler que si des personnes n'ont pas de gîte pour migrer ce soir, j'ai un toit et je peux accueillir les gens qui seraient vraiment braves. Sinon, j'ai une question par rapport. Moi, je suis plutôt spécialiste des oiseaux, mais je suis venu aux chauves-souris parce que je suis du Cher et puis c'est incontournable à Bourges de s'occuper. Je m'occupe d'un site à Grand-Murin et je me suis toujours demandé où est passé à l'hiver. Est-ce qu'il y a des études, des statistiques qui ont été faites avec ces travaux de marquage pour connaître les migrations saisonnières, le maximum de kilomètres, dans quel pays. Donc nous, on a la chance d'avoir des champignonnières dans le coin, dans le Loir-et-Cher, qui servent de gîte, mais j'ignore un peu ailleurs comment ça se passe. Alors, le grand-murin, c'est pas considéré comme une espèce migratrice, mais on peut voir les déplacements chez les chauves-souris de trois manières différentes. Donc, il y a celles qui font très peu de mouvements, celles qui ont des mouvements saisonniers, et puis il y a les migratrices qui traversent des grands territoires. Donc le grand-murin, on peut peut-être le mettre sur la deuxième catégorie. Il y a un programme sur le grand-murin en Bretagne, je ne vais pas parler à la place, mais je ne suis pas sûre que... je n'ai pas encore en tête tous les résultats là-dessus. Si quelqu'un de Bretagne vivante veut prendre la parole pour expliquer un petit peu sur le grand-murin. Grand-murin ou autre. Oui. Et après, donc, alors je parle pour la France, le bagage, il y en a eu dans les années 30 jusqu'à fin des années 80, mais ces données-là ont été très très peu utilisées. Et donc ça, voilà, ça c'est... Charlotte vous remet la diapo sur ce qui sort du rapport du Terraire là, sur la synthèse européenne avec des mouvements de grand-murin, mais j'ai pas forcément pas plus d'infos que ça.
Sébastien. Oui. Sur la carte du Grand Murin, là, il n'y a aucune exploitation des données de France. Hein. Non. Voilà, je trouve que c'est un problème de cet ouvrage-là. Il est très bien par rapport à l'exploitation des données allemandes. Par contre, typiquement sur les données Grand Murin, vous pouvez considérer que la carte elle est incomplète de chez incomplète. Oui, là c'est vrai. Alors par contre, sur les autres espèces, il y a actuellement un programme sur plusieurs espèces cavernicoles pour le Grand Rénov qui a fait l'objet d'une méthode de marquage par transpondage. Et donc là, il commence à avoir des résultats intéressants sur les déplacements entre les gîtes d'été et les gîtes d'hiver. Moi, c'était pour répondre rapidement sur la question des suivis continus. Alors, j'ai pas tout en tête, mais en 2021, il y a un suivi porté par Boris Bayat, Thomas Kupers et Étienne Ouvrard sur 4 stations continues en Haute-Pyrénées-Orientales, dans 3 littorales. Alors, je pense qu'ils vont communiquer sur les résultats dans pas longtemps. Il y a... Pardon, c'est déjà fait? Ah, bon, ce sera pas cette fois-ci, mais ce sera la fois d'après. Et de toute façon, je ne connais pas le résultat. Et il y a un projet qui s'appelle Verbatim de capteurs continus qui a tourné en Ile-de-France l'année dernière, 6 capteurs. Alors, c'est dans des zones urbaines qui ne sont pas hyper attractives pour les chauves-souris, mais on voyait quand même des pics pour les Natulus assez clairs en septembre. Les pics printaniers ils étaient moins nets et c'est pas très cohérent entre sites en avril-mai. Et en gros, voilà, on voyait surtout sur ces trucs-là, parce que sur les notules, il y a des populations résidentes, c'était un petit peu le souk. Mais effectivement, c'était intéressant pour l'hiver, parce qu'il y a beaucoup de suivis annuels qui s'interrompent en hiver parce que c'est rude pour le matériel, et ceux-là, du coup, quand c'est des capteurs autonomes, ils continuaient jusqu'à ce que le micro claque. Et on voyait des pics d'activité de Natulus pendant les redoux en hiver qui étaient très forts, quoi. Assez espacés, mais qui montraient bien qu'on était sur une zone d'hibernation de Natulus, où Natulus reprenait une activité en hiver. Voilà. Mais effectivement, c'est rare. Enfin, il y a sûrement d'autres exemples. Hein. Oui, Frédéric Leblanc, la SSPL et EDF. Concernant les données dépôt bio, pourquoi ne pouvez-vous pas les utiliser? Est-ce que c'est parce qu'il y a un biais méthodologique, dans le sens où ce sont des données que sur des parcs éoliens, ou est-ce que c'est un problème de propriété intellectuelle? Il me semblait que les données sur des dépôt bio étaient exploitables et publiques. Alors c'est tout simplement parce que pour l'instant on a développé le standard pour justement avoir des données dans des dépôts bio qui vont plus loin que de la simple donnée d'occurrence. Et actuellement on n'a pas encore implémenté ce standard. Donc ça va venir au cours de l'année prochaine, mais là les données ne sont pas mobilisables. Ok. Je vais répondre spécifiquement dans le cadre du projet pour parler sur la migration. C'est parce qu'on a décidé d'utiliser des données brutes pour s'affranchir du biais d'observateur. Voilà, c'était un choix un peu difficile, mais avec un nombre d'observateurs aussi grand, c'est impossible de contrôler ce biais observateur et de passer par une méthode automatique, même si elle est imparfaite. Moi, on peut contrôler le type d'erreur que fait le logiciel. Moi j'ai une petite question par rapport à la carte sur la Natulus. On voit que c'est des recaptures d'individus bagués. Est-ce qu'on a une idée du nombre d'individus bagués dans les pays de l'Est? Le taux de recapture, les informations liées à ça. Et en complément, il y a Carlos Simones qui a sorti récemment un petit papier sur le marquage des grandes notules, où en presque 30 ans, ils ont bagué 2600 grandes notules en Espagne, avec 20% de taux de recapture à peu près sur les individus bagués, et avec justement un déplacement le plus long, c'est une bête qu'on a recapturée nous en Aveyron avec à 240 km du site de capture. Alors c'était un peu l'objet de mes quelques diapos là, c'était de dire qu'il y a assez peu
d'harmonisation au niveau européen. Donc moi j'ai pas les chiffres, j'ai juste essayé de les mobiliser pour la France. Donc dans le poster j'ai mis les données des bacs qui ont été contrôlés ou reprises en France essentiellement. Mais donc suite à ça, on va essayer de reprendre contact avec au moins le secrétariat d'Eurobax pour voir s'il y a un projet pour essayer d'avoir de mettre à disposition les données de tous les centres de bagages et d'avoir une idée de ces chiffres. Mais à l'échelle européenne, je ne pense pas que, en tout cas, je ne les connais pas, je ne les ai pas trouvés. Et pour la Natusius, c'est un ordre de grandeur qui doit, je pense, actuellement depuis 2000. Moi, je me rappelle avoir discuté avec quelqu'un qui était celui qui a bagué la première année à Pâques, sur la mer d'Arctique, et ils étaient partis avec 1500 bagues et ils n'en ont pas eu assez. Donc, ils en ont bagué 1500 cette année-là, je pense que l'année d'après, ils ont dû prévoir plus large. Donc, on est sûrement sur des ordres de grandeur, je dirais au minimum 2000. À Brest, on peut savoir, je pense, combien ils ont bagué par an. Oui, il faudra aller chercher toutes ces infos. Mais voilà, on n'a pas pris le temps de le faire. Maintenant, 2600 grandes multiples bagués en Espagne, enfin marqués ou transfondés, ça me paraît énorme. C'est pas 99 à 2021. Je ne sais pas si Stéphane Lamy a des précisions pour Eurovax sur le groupe migration. En fait, toutes les données du nombre d'individus bagués, elles sont publiques. Hein. Il suffit de demander à la station en Lettonie, à la station en Allemagne, il y a tout ça. D'ailleurs, je suis étonné qu'ils n'en parlent pas dans le bouquin littéraire, je ne me rappelle plus s'ils donnent une idée du nombre d'individus qui ont été marqués. Par contre, je pense... Si, il y a le chiffre, c'est juste qu'il date de 2005. Ah oui, d'accord, ça date de 2005. Bon, parce que sinon, il me semble que ça doit être une information donnée. Par contre, là où je suis un peu surpris, moi, c'est que je vois cette carte de Natus, c'est bien de l'avoir remise. Et puis j'ai vu la carte 2 fois présentée sur la Normandie notamment, hein, donc le Gémen qui a présenté la carte, et il n'y a plus de Natusius bagué trouvé dans le sud de la France. C'est assez curieux, donc je ne voudrais pas que les gens sortent de la salle en pensant que les Natusius bagué ne se trouvent que sur la façade atlantique. Hein, puisque la dernière nouveauté, si Jean-François Desmet est dans la salle, c'est une Natusius bagué trouvée en Savoie qui vient de Russie. Il faut aller voir mon poster. Mais ton poster est peut-être mieux, mais je voudrais faire attention parce que notre carte, elle est centrée face à l'Atlantique et pas du tout France entière. Non, pour répondre à ta question, c'était la carte dit bien que c'est le Grand Ouest. Les Natusius sur le Grand Ouest. C'est pour ça qu'il n'y a pas les données du reste de la France, mais vraiment de PACA, en fait. Plus de questions? Alors, c'est pas une question, c'est plus pour lancer un appel qui va peut-être vous paraître un peu exotique, mais groupe Océan Indien oblige. On cherche à recenser un petit peu les méthodes comme les questions de migration et de bagage. On cherche à recenser un petit peu les méthodes de bagage sur les grandes chauves-souris, sur les roussettes. Donc, comme on est du milieu de la chauve-souris, là, tous dans la salle, je lance un appel. Si vous avez connaissance de méthodes de bagage sur les grandes chauves-souris. C'est quoi que tu appelles une grande chauve-souris? Une roussette. C'est plus grand lecture. Donc oui, je sais qu'il y a des bacs qui se mettent au pied, parfois à l'air, mais si vous avez des infos là-dessus, je suis preneuse. Voilà, merci beaucoup. On s'arrête? Du coup, je vais enchaîner sur le stade de la mer de la Cour, c'est pas grave. Du coup, c'est plutôt une question à la salle, au final, parce que c'est vrai qu'on a un peu abordé du coup, le super nichoir en Normandie et le fait de développer un programme peut-être national et juste d'aborder le bagage. Et du coup, c'est aussi un débat qui va forcément avoir lieu prochainement, parce qu'on va forcément discuter. Donc, s'il y a déjà des premières réactions dans la salle, des gens qui veulent partager des idées, je pense qu'il
ne faut pas hésiter, et justement c'est l'occasion notamment aujourd'hui. N'hésitez pas à revenir pour ces questions de la dernière. Oui, bonjour, Catherine Côte d'Azur. Donc, moi, la question c'est sur les molosses de Cestonie. Qu'est-ce qu'on sait actuellement sur l'immigration de ces grandes espèces insectivores et est-ce qu'il est envisagé un programme de suivi de l'immigration de cette espèce-là? Donc le molosse n'est pas décrit dans la littérature pour être une espèce migratrice longue distance. Après, on a parlé d'endroits comme à Malte où il concerne seulement à certaines saisons, donc ça pose question. Et il n'y a pas connaissance des programmes de bagages, de suivi de migration. Parce qu'effectivement, il y a des gîtes qui sont abandonnés pendant l'hiver et qui sont réoccupés au printemps par les molosses sur les Nice. Et là, il y a pas mal de monde qui pense qu'il y a la transhumance chez les molosses, c'est-à-dire qu'il y a une activité qui est plus importante en hiver en plaine. Non, c'est pas ça, c'est molos. Enfin, bref, des changements d'altitude en fonction des saisons, mais qui ne seraient pas forcément apparentés à de la migration longue distance comme les autres espèces qu'on a présentées. Merci. D'un point de vue éthique, du coup, là, comment on se place par rapport à potentiellement, là on voit qu'il y a le bagage fait dans d'autres régions en Europe, et du coup en France, est-ce que c'est envisageable maintenant d'un point de vue éthique de se dire ok, on fait un camp de bagage pour pallier de la Pipistrelle denatusus, pour voir un peu si ça descend jusqu'en Espagne, tout ça, ce genre de choses. Alors l'éthique, c'est ce qu'on s'applique à soi-même, après on peut parler peut-être de déontologie. Dans le cadre de CATCHI, on a un comité d'évaluation des projets qui sont autour de la capture, et dans ce cas-là, on étudie projet par projet s'il y a un intérêt à utiliser telle méthode pour répondre à telle question. Donc voilà, le comité est là pour répondre à ces questions-là, mais ce sera plus à l'échelle du projet qu'à une échelle nationale de se dire est-ce que oui ou non on doit revalyer les chauves-souris en France. C'est un vaste débat, et puis je pense que dans la salle on peut avoir des avis complètement divergents sur ces questions-là. Donc je ne vais pas répondre oui ou non parce qu'il faut revalyer les chauves-souris en France. Mais en tout cas il faut pouvoir en discuter librement et surtout de remettre toujours une pratique par rapport à la question et le projet dans sa globalité. Bonjour à tous, Benjamin Manafon. Je voudrais répondre un petit peu à Mélanie. Du coup, nous, on a Alice qui est là, qui est en stage chez nous, en Pays d'Abord, pour travailler sur un programme sur la nocule commune, un peu plus spécifiquement, où justement on se pose pas mal de questions, où on a vu l'année dernière avec le stage de Cyprien au muséum sur la question de la nocule commune, que finalement les connaissances en termes de gîtes, de présence, de répartition n'étaient pas si fines que ça, si moins sur les gîtes. Et donc, nous on est intéressés par toute bonne volonté pour réfléchir sur les méthodes pour répondre à ces questions et pour aller plus rapidement sur les questions de conservation. Je ne vais pas détailler ce qu'on a, mais voilà, en tout cas, n'hésitez pas à vous rapprocher de nous. On organisera certainement un petit comité avec la CCPN, en lien avec le plan évidemment, sur ces questions-là avec les chercheurs, avec le monde académique en tout cas. Voilà, on a par exemple sur les bords de Loire, ça sera un peu dans les cartes prédictives des zones où il y a vraiment beaucoup de... Enfin, on connaît pas mal de colonies nocturnes, on a des suivis, mais tout ça bouge, c'est très fluctuant et on a du mal à interpréter quoi que ce soit. Voilà, on essaie de faire le lien aussi avec les tendances et on ne les perçoit pas sur le terrain. Donc voilà, il y a un tas de questions pour orienter nos actions de conservation sur ces bêtes-là. On a la nocule commune aussi en Normandie, donc effectivement, on en discute.
D'autres questions? Si. Je ne vois pas. Bonjour. Moi, du coup, c'est pour répondre à Mélanie, mais aussi avec Charlotte, par rapport à ce qu'a dit Charlotte. Est-ce qu'il serait possible de débloquer l'utilisation de Tadarida et du coup la méthode de Vigikiro, mais à appliquer à l'échelle régionale, et du coup de peut-être développer des enregistreurs, Audiomods ou Passive Recorder ou des choses comme ça, là à l'échelle de la Normandie, mais du coup en utilisant la méthode de Vigikiro, mais plutôt régionale. Je ne sais pas, histoire d'avoir quelque chose de standardisé, et comme disait Charlotte, là, pour éviter les biais d'utilisateurs, si on en déploie à l'échelle régionale, que chaque personne qui va mettre des enregistreurs ne va pas analyser ces données, mais que du coup on emploierait la méthodologie et qu'on ait quelque chose un peu plus standardisé, mais à l'échelle régionale. Oui, c'est vrai que si on regarde la carte Vigikiro, la Normandie n'est pas du tout élève, hein. C'est évident, il y a juste le parc naturel et les parcs du dessin. Après, c'est une info, de toute façon avec Charlotte on discute pas mal parce qu'on va participer à son... Gémen va finir quand même quelque chose. C'est l'idée en tout cas pour son étude. Donc après, je dis que tout est ouvert. Il faut voir après les modalités et tout ça. Mais on a déjà des bénévoles, on a proposé des boîtiers pour Charlotte pour l'automne, à minimum. J'ai des données d'hiver, justement, je peux me servir aussi. Donc, après, oui, on pose plein de boîtiers en fait, on en revient. Vous inquiétez pas, on fait des trucs, mais c'est vrai que ça reste la BDD du GMN pour l'instant. Ou dans les bureaux d'études pour le moment. Après, voilà, on peut faire tout ce qu'on veut. Enfin, on peut poser des boîtiers pour faire des analyses régionales et puis utiliser aussi les mêmes analyses les mêmes données pour faire des analyses nationales. Donc, le même boîtier peut servir à plusieurs choses, on ne peut pas hésiter. Alors, toujours avec le blanc. Est-ce que les gens pourraient se présenter? Oui. Alors, toujours avec le blanc. Concernant les lois migratoires et la problématique du bagage, là je vois qu'on est centré, je dirais, sur l'Europe et la France en particulier. Est-ce que ce sont des choses que vous avez réfléchi aussi pour les départements d'outre-mer? On a nos représentants de l'océan Atlantique, mais aussi, je pense, aux Antilles-Guyane, dans le sens où il y a des mouvements quand même au sein des Amériques pour certaines espèces. Est-ce que ça fait partie des programmes qui vous intéressent? Et je voulais savoir comment étaient attribuées les bagues que j'ai posées en Guyane et qui venaient de MNHN à l'époque, puisque on marquait régulièrement les chauves-souris, y compris les grosses espèces, soit avec des bagues métal, soit avec des bagues plastiques qui étaient numérotées et référencées au muséum. Je voulais savoir comment était géré ce fichier de bagues et d'animaux capturés. À ma connaissance, il y a les bagues qu'on a utilisées dans les années 30 aux années 50, enfin à la fin des années 80. Alors, je sais que j'ai un grand âge, mais... Alors, c'est le siècle dernier peut-être, mais non, plus sérieusement, c'était entre 2001 et 2009. Enfin, ce que je voulais dire, c'est que ces bagues-là, elles n'ont pas été redistribuées après les années 80. Donc, je n'ai pas connaissance de bagues et des muséums qui ont été en circulation après cette période-là. Et donc, je me demande si ce n'est pas des bagues oiseaux, en fait. Moi, j'ai vu des bagues. Et surtout, si vous me parlez de bagues plastiques, bah, je veux bien en avoir des exemplaires parce que ça m'intrigue. Enfin, je ne sais pas. Elles étaient en plus posées par les personnes du muséum, Pierre-Charles Dominique pour ne pas le nommer, François Katseklis, Marc-Noël de la voilà, il y avait pas mal de monde avec lesquels j'ai travaillé et on baguait régulièrement. On l'a fait également pour Mission Anses à l'époque sur les vampires et on a marqué Udestonus et du Diaenus régulièrement. Pendant plus d'un mois, on a marqué quand même pas mal d'animaux avec la DSD. Ok, mais non, je ne peux pas vous donner d'infos là-dessus. Il n'y a pas de fichier en fait. Comment? Il n'y a pas de fichier. Non, moi je ne l'ai pas. En fait, c'est avec Charles Dominique qu'il faut voir. En fait, c'est labocentré, là. C'est pas le muséum qui lance un programme, c'est juste Charles Dominique qui a lancé son programme à lui, avec des bagues qu'il a peut-être édité les chaînes, effectivement, mais je n'ai pas ces infos. Ok.
Sinon, pas de programme sur la migration des espèces nord-américaines ou sud-américaines. Non, enfin, il n'y a pas de coordination, en tout cas en Outre-mer, concernant la migration ou le déplacement d'espèces par bagage ou transfondage. Par contre, on est en train de relancer un peu une dynamique au niveau Martinique-Guadeloupe, avec des gens qui sont aussi en Guyane, et comme les statuts d'espèces sont différents, c'est pas exactement pareil. Et puis, enfin, voilà, le cortège d'espèces est bien plus important. En tout cas, Martinique-Guadeloupe, on relance une dynamique pour ancrer et redévelopper des programmes de suivi, donc acoustique, capture et suivi de gîtes. Donc voilà, ça va être un démarrage, et puis d'essayer d'aller plus loin sur les connaissances et d'aller, on l'espère, jusqu'à des tendances de population, mais ce ne sera pas pour l'instant avec des marquages. Nicolas Chenaval, du coup, du groupe Mammalogique Breton. Du coup, je voulais juste parler de la mer pour savoir, je suis le plus connaissant dans la salle, mais peut-être que vous pouvez m'aider. Qu'est-ce qu'il y a en termes de données d'enregistrement acoustique qui ont été faits en pleine mer? Je fais le lien avec le développement offshore, la façade Manche, Atlantique. Est-ce qu'aujourd'hui, là, en 2022, on a des données acoustiques sur assez longue durée qui ont permis de mettre en évidence ces franchissements, notamment la Manche? Et je me pose la même question pour l'Atlantique. Alors, je peux juste dire, moi, sur la O4, c'était le parc le plus en mer qui est prévu actuellement en Normandie. Normalement, du coup, à cause des bouées, je ne sais pas s'ils sont là, en tout cas pour ceux qui s'occupent de la partie éolienne en mer. Voilà. Je sais qu'il y avait plein d'idées qui avaient fusionné sur comment récupérer les données en mer, mais n'en faisant pas, c'est pas forcément la plus à même en mer. Non, personne. Stéphane Delanier, groupe Chiroptère Digitalisé. En fait, je n'ai pas de données pour la France, mais je sais que les Hollandais ont plusieurs points de contrôle des chauves-souris en mer, puisque déjà ils ont pas mal d'éoliens offshore. Donc les données existent. Pour la Belgique, je ne sais pas. Pour l'offshore, il y a aussi des Allemands, au moins, qui se font des sujets en Baltique et en mer du Nord sur des bouées. Il y a une bouée prévue pour info sur le projet de Saint-Nazaire-Guérande aussi, là, en Loire-Atlantique, mais pour l'instant, il n'y a pas de résultat. Je pense qu'on a dépassé un petit peu l'heure, on va s'arrêter là. Merci beaucoup à Mélanie, Charlotte et Anne pour leur intervention.